On y va. Le timing est assez serré. On va essayer de tenir tout le contenu que nous avons à vous présenter en 2 heures, 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie, et terminer aux alentours de 17 heures. Bonjour, bienvenue à tous. Je crois que nous en sommes au 12e Club Argus. Un Club Argus dont le sujet a suscité beaucoup de réactions et jamais autant de personnes ne se sont inscrites à un Club Argus. Donc, même si le marché du véhicule électrique est un petit marché, on verra les chiffres, vous allez tout à l'heure voir un certain nombre de choses. C'est un marché qui suscite en tout cas beaucoup de réactions. Vous auriez assisté à notre déjeuner, vous auriez vu. Tout le monde a une idée sur le véhicule électrique. Tout le monde pense quelque chose, parle soit de l'autonomie, soit du confort, soit des freins à l'achat. Et donc, c'est un sujet qui nous intéresse depuis longtemps à l'Argus de l'automobile. Nous avons été dans une expérience avec Jean-Luc Moreau qui va vous présenter ce Club Argus à la place, non pas à la place, qui va vous présenter ce Club Argus parce qu'il est le plus expert des journalistes automobiles sur la voiture électrique. Nous avons été ensemble, l'Argus et Jean-Luc Moreau et d'autres partenaires, dans une expérience qui malheureusement s'est arrêtée et qui était un journal qui s'appelait Voiture écologique. Et nous étions peut-être précurseurs, trop précurseurs. Oui, on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Voilà, on était en avance de phase, trop en avance de phase. Et donc ce journal est maintenant fermé. Il rouvrira peut-être sur d'autres supports plus digitaux, hein, parce que la presse écrite, non, la presse papier, malheureusement, souffre atrocement. Et donc Jean-Luc en était le rédacteur en chef. Et il était donc, quand on a commencé à parler de voitures électriques d'occasion, il s'est avéré que, évidemment, son nom est apparu tout de suite comme la personne la plus à même de parler de voitures électriques. J'imagine que quand il est aussi le dimanche sur RMC le matin, il a des personnes qui l'écoutent, qui lui posent des questions sur la voiture électrique. Il connaît tout, il sait tout. J'aimerais, hein. Merci Alexandrine. Non, mais c'est vrai. Non mais à la lumière, en fait on est là depuis ce matin et cette conférence aurait dû durer 2 jours. Parce que depuis ce matin on n'a pas commencé à défricher le sujet tellement il est vaste. On en a encore beaucoup parlé à midi, là on n'a que 2h30, donc on va essayer de vous faire un résumé de ce qu'on a dit auparavant. Oui, c'est vrai. Bon, alors donc, on a beaucoup de choses à vous montrer. Vous allez voir des chiffres que vous n'avez jamais vus. Ça va commencer par une espèce de panorama du marché qui va être présenté par notre nouveau directeur de la Cote, Pierre Nordman, qui a l'air comme ça d'un jeune garçon sorti de l'école, mais qui n'est pas du tout ce que vous pensez. Il a été un directeur associé au BIP, il a été longtemps en Chine, il a travaillé pour des constructeurs sur des problématiques de prix, donc il sait de quoi il parle. Donc il va vous présenter le marché et vous allez voir des chiffres inédits grâce à notre filiale qui s'appelle Autovisual. Antoine, levez-vous s'il vous plaît parce que vous allez présenter, mais voilà, Antoine Piombino va vous montrer tout ce que vous n'avez jamais vu sur la voiture électrique. Donc l'Argus et la voiture électrique, c'est une vieille histoire, hein, même plus longue que notre expérience avec Jean-Luc Moreau. Donc on va essayer de défricher. Jean-Luc, j'espère que vous avez votre binette. On va défricher le véhicule électrique et on va essayer de vous apporter de l'information sur ce marché naissant de la voiture neuve et de la voiture d'occasion électrique. Voilà, donc j'espère que vous allez passer un bon moment et que vos stylos sont prêts à noter toutes les belles choses qu'on va vous raconter. Merci beaucoup et bon Club Argus. Merci Alexandrine. Bon, je crois que Pierre va commencer par nous parler de l'Argus quand vous étiez toute petite en 1927.
Bon, je sais, je suis grossier. Mais pour reprendre, effectivement, l'Argus a commencé à parler de voitures électriques, Pierre, bien avant que même la plus âgée des personnes dans cette salle soit née. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci pour cette introduction. On va voir le premier numéro de l'Argus tout à l'heure et vous allez voir que les énergies alternatives, le sujet de la fin du pétrole, c'est 1927 pour l'Argus. D'accord. Alors on va commencer par planter le décor avant d'aborder cette table ronde pour parler du véhicule électrique d'occasion. On va déjà voir quel est le marché du véhicule électrique neuf en France et en Europe et du véhicule électrique d'occasion en France et en Europe, puisque c'est un marché qui démarre. On peut dire qu'on est à l'an zéro pratiquement. Alors oui, on pourrait dire qu'on est à l'an zéro. Il y a un peu d'antériorité, mais avec moins de quelques milliers de véhicules vendus sur le marché de l'occasion en France. Bon, on est encore au tout début. Contexte, on commence à planter le décor ? On commence à planter le décor, avant de vous parler des chiffres du marché. Alors, je reviens. Alors, désolé, ça zoome un tout petit peu. Alors voilà. Tout d'abord, introduction. Le véhicule électrique, c'est un peu provocateur, c'est un sujet pas tout à fait récent. Donc on pourrait se poser la question, puisqu'il y avait déjà des véhicules électriques en 1895, parce que c'est la date de la photo qu'on vous montre ici, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui en 2017 ? Pourquoi c'est un sujet ? Pourquoi est-ce qu'on fait un club Argus sur ce point-là ? Alors, j'en viens à l'Argus, on est au club Argus, donc on vous montre l'historique que nous avons avec les énergies alternatives. Ici, c'est un article qui figurait à la page numéro 3 de la première édition de l'Argus du 15 septembre 1927, et le sujet, c'était « Allons-nous bientôt manquer d'essence ?» Donc, un sujet tout à fait connexe, on va dire, avec le sujet du véhicule électrique. Alors, après cette introduction un peu provocatrice, pourquoi est-ce qu'on parle du véhicule électrique alors que c'est un sujet si vieux, finalement ? On va passer à la réponse à cette question. Pourquoi est-ce que le véhicule électrique, aujourd'hui, c'est un sujet incontournable ? C'est un sujet incontournable à cause des émissions de CO2. Alors, ici, ce qu'on vous a montré sur le graphique à l'écran, ce sont les émissions de CO2 exprimées en grammes par kilomètre pour la moyenne des véhicules qui, au cours d'une année, sortent des usines des constructeurs dans l'Union européenne. Alors, ce que vous voyez, c'est que, bonne nouvelle, quelque part, la courbe baisse, alors, avec quelques nuances qu'il faudrait apporter, puisqu'il y a eu quelques problèmes au niveau des homologations, mais bon, on va passer rapidement sur ce point-là, et on va dire que la tendance est quand même claire. Les émissions de CO2 des véhicules baissent en Europe, et ce n'est pas seulement le cas en Europe, c'est le cas dans toutes les zones du monde. Qu'est-ce qui a fait que ça a baissé ? Qu'est-ce qui a fait que ça a baissé ? C'est que, dans le cas de l'Union européenne, en 2009, il y a eu une réglementation qui a posé des objectifs en termes d'émissions de CO2. Donc des objectifs qu'on vous a représentés ici. Donc vous voyez les deux points qui sont affichés à la droite de l'écran. 130 grammes par kilomètre pour l'année 2015 et puis 95 grammes pour l'année 2021. Donc là, on vous a montré les chiffres de l'Union européenne. C'est la même chose aux États-Unis, contrairement à ce qu'éventuellement on pourrait penser. C'est la même chose au Japon, c'est la même chose en Corée, c'est la même chose en Chine. Pas au niveau exactement des chiffres, mais l'idée de la politique est exactement la même. Alors, si on regarde cette courbe, premier constat, bonne nouvelle, en 2015, on est en dessous des objectifs qui ont été demandés par l'Union européenne. Très bien. Maintenant, si on se projette un tout petit peu, ce qu'on voit, c'est que si on veut atteindre les objectifs 2021, il y a du boulot. Il y a une grosse marche, la pente est plus forte que celle qui a été faite sur les dernières années. C'est contraignant. Et c'est d'autant plus contraignant que d'ici quelques années, si les constructeurs dépassent l'objectif, ils auront des amendes qui seront importantes. Donc l'ordre de grandeur, si vous voulez, c'est, mettons que je suis à 96 grammes et pas à 95 grammes, j'ai 100 € par véhicule. Je dois payer, mettons que je suis un constructeur, je dois payer 100 € par véhicule qui sont sortis de mes usines au cours d'une année. Donc c'est colossal, et on parle juste d'1 gramme. Donc évidemment, ça c'est une cible de l'Union européenne, et c'est une cible qui a été imposée dans l'idée de la mettre en œuvre, vraiment très fortement. Donc j'en viens au véhicule électrique. Pourquoi le véhicule électrique ? Parce que le véhicule électrique a cet avantage, je veux dire, j'ai enfoncé une porte ouverte, c'est qu'en termes de grammes par kilomètre, c'est 0. Donc pour faire baisser, si vous voulez, la moyenne, 0, c'est très efficace. Voilà.
Et donc c'est toute l'idée, c'est-à-dire que si on veut atteindre 95 grammes par kilomètre pour l'ensemble des véhicules qui sortent des usines au cours de l'année 2021, il va falloir au moins un peu de véhicules électriques. Donc ça, c'est pour planter le décor. Il y a beaucoup de raisons derrière l'émergence du véhicule électrique. S'il fallait en garder qu'une seule, ce serait ça. Est-ce qu'on va continuer, Pierre, avec les mêmes normes NEDC pour calculer les émissions de CO2 ? Parce qu'on voit que la courbe, la pente est plus forte, mais on a une nouvelle norme d'homologation qui est arrivée, qui s'appelle le WLTP. Et est-ce qu'on va appliquer le WLTP ? Est-ce qu'il faudra, cette contrainte-là s'appliquera avec la nouvelle mesure ? Alors, bon, il y a une période de transition qui est prévue par l'Union européenne pour le passage de NEDC à WLTP. C'est extrêmement complexe, on en a parlé avec certains constructeurs. C'est une usine à gaz, hein. Bonne chance, bon courage à toutes les personnes qui planchent là-dessus chez les constructeurs. Mais l'idée, c'est que globalement, l'Union européenne a décidé de ne pas traduire directement ces 95 grammes en WLTP. Beaucoup de chance. Alors, après cette introduction, on va passer aux chiffres du marché du neuf. Alors, le marché du neuf, on va commencer par se pencher sur le périmètre européen, et ensuite on va regarder ce qui se passe spécifiquement sur le marché français. Alors, sur ce graphique-là, on vous a montré les immatriculations de véhicules particuliers en Europe jusqu'en 2016. Donc, bon, assez simplement, hein, vous voyez que c'est une courbe qui est en forte croissance. On était en 2016 à 70 000 véhicules. Donc, c'est une courbe en forte croissance, mais 70 000 véhicules. Et même si on se penche après sur 2017, sur les 3 premiers trimestres de l'année 2017, on est à 0,8% du total des ventes de véhicules particuliers sur le périmètre qu'on a choisi. Bon, 0,8%, c'est une forte croissance, mais il n'empêche que le point où on est actuellement est relativement bas. On peut faire un parallèle, Pierre, on l'avait évoqué ensemble ce matin, avec le décollage des véhicules hybrides. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu que l'hybride, c'est une solution qui a du sens. Or, quand Toyota a présenté la Prius, c'était il y a 20 ans, le démarrage a été très lent. Je crois que la première année, c'est 300 véhicules. Et il a fallu, pour arriver à 1% du marché, plus de 10 ans. Donc en fait, le véhicule électrique, on a l'impression qu'il démarre lentement, mais il démarre beaucoup plus rapidement que n'a démarré la voiture hybride. C'est vrai, on peut être optimiste sur le futur en regardant les quelques années qui nous ont précédés. Alors maintenant, si on regarde disons, ce chiffre de 0,8%, si on le décompose sur les différents pays autour de nous, un premier constat, c'est que en France, voilà, sur les 3 premiers trimestres 2017, on est plutôt à 1,5%, c'est plus que 0,8%. Et quand on regarde nos voisins, fatalement, c'est plutôt inférieur. Donc si on prend le cas des grands marchés de véhicules particuliers européens, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, c'est en dessous de la France. Donc, on a quelques pays qui sont devant nous en termes de marché, mais nettement en dessous de nous en revanche en volume. Donc là on ne le voit pas, mais la Norvège a un certain marché, l'Autriche aussi. Donc, bonne nouvelle pour nous Français. Alors, je vous propose de passer maintenant à la partie française de l'histoire. Donc, on reprend la courbe qu'on a montrée tout à l'heure sur les immatriculations par année, avec cette fois-ci le chiffre 2017. Donc, sur ce périmètre des premiers mois de l'année 2017, des 9 premiers mois, on est à un peu plus de 25 000 véhicules. Voilà, donc 25 000 véhicules, à nouveau, c'est bien, mais c'est pas encore beaucoup. Alors, vous avez vu sur la première page de la présentation, on avait écrit quel volume et puis quel type de véhicule. Donc, on va répondre à cette question-là aussi. Évidemment, une des premières questions qu'on se pose quand on parle de type de véhicule, ce sont les modèles. Alors, on vous a montré ici la fenêtre temporelle à nouveau de janvier à septembre 2017, donc c'est maintenant, on peut dire. Sur ces 25 000 véhicules, quels sont les modèles qui ont été représentés ? Ce qu'on voit de manière assez évidente, c'est qu'il y a 12 000 Zoé. Donc 12 000 Zoé, des Nissan Leaf, des BMW i3, et ensuite, tout de suite, on est sur des volumes nettement inférieurs. Donc quand on regarde ce marché français par modèle, ce qui saute aux yeux, c'est que là, tout de suite, c'est caractérisé par une place prépondérante de la Renault Zoé. Alors, c'est quelque chose qui va être amené à... Ça explique aussi... Disons, deuxième chose, excusez-moi, qu'on peut dire quand on regarde ça, c'est qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de lignes. Il y a beaucoup de lignes, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, c'est-à-dire, certes, il y a une offre de véhicules électriques en France, qui n'est pas limitée à la Zoé, à la Leaf, à la i3. Néanmoins, parmi les véhicules que vous voyez ici, il y en a beaucoup qui sont en fait des véhicules qui sont un peu, disons, pas tout à fait récents en termes de design, pas tout à fait récents en termes de techno, et qui donc
assez logiquement, ne vendent pas beaucoup. Donc malgré ce qu'on pourrait penser en regardant ce graphique, l'offre n'est pas encore très développée sur le véhicule électrique. Et on sait que ça va changer, on sait que des gros constructeurs, sur des très gros segments, vont lancer dans les 1-2 ans à venir des véhicules importants, donc récents en termes de design, récents en termes de techno et d'autonomie, et ce qui va aider à étoffer cette offre. Alors, un point qui est toujours important quand on regarde les ventes de neuf, c'est la part des différents canaux de vente, la part des différents segments de clientèle. Donc vous savez que sur le marché français du véhicule particulier, on a environ un véhicule sur deux qui n'est pas vendu à un particulier, qui est vendu ou bien à un loueur, ou bien à une société, ou bien qui est VD garage. Donc on s'est posé la question, quid du véhicule électrique neuf aujourd'hui en France? Est-ce qu'on retrouve des parts similaires? Et donc ce que vous voyez sur ce camembert ici, c'est que oui, finalement, c'est une bonne nouvelle, on retrouve ces parts de marché de manière un peu similaire sur le véhicule électrique. Donc sur le véhicule électrique aussi, sur ces 25 000 véhicules, on a 50% de particuliers et on a les autres canaux de vente qui sont représentés. Donc voilà, un marché, on pourrait dire, assez mûr. Un point qu'on pourrait noter, un point différent du total du marché qu'on pourrait noter, c'est la part des loueurs courte durée. Aujourd'hui, on prend assez peu un véhicule électrique quand on part en week-end. Ça va être mon cas d'ici quelques jours. Et donc, cette toute petite part des loueurs courte durée, on peut penser qu'elle va être amenée à augmenter dans les années à venir et qu'on va finir par avoir tous les segments de clientèle représentés. Voilà, donc ça c'est pour la partie panorama du neuf, et on en vient maintenant à ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est le marché de l'occasion. Alors sur le marché de l'occasion, même schéma, on va vous parler d'Europe et on va vous parler de France. Et donc je vais demander à Antoine de venir prendre la parole sur le sujet de l'Europe. Bonjour à tous. Je vais vous faire une petite présentation de ce qu'on a en véhicule d'occasion sur l'électrique en testant une recherche sur une Zoé sur le site autovisual.com. Donc pour ceux qui ne savent pas, autovisual.com, c'est un agrégateur de petites annonces de véhicules d'occasion. Donc on est dans 9 pays différents sur 41 sites, donc c'est plus de 100 000 annonces insérées par jour, avec un volume qui aujourd'hui dépasse les 100 millions d'annonces. Ça nous permet en fait d'avoir une vision très data, très statistique du marché, et de comprendre des choses qui, pour certains, c'est enfoncer des portes ouvertes, mais c'est surtout la data nous permet d'asseoir une conviction. C'est-à-dire, par exemple, on peut dire que le marché du volume électrique, c'est des très faibles volumes. On va voir que c'est effectivement le cas, mais selon les pays, les comportements vont être nettement différents. Alors, je vais aller sur l'outil. Hop. Donc évidemment, soyez indulgents, c'est une démo live, ça va forcément planter. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ensemble une recherche de Zoé, qui est aujourd'hui la voiture électrique en France. Donc ça se présente comme un site d'annonce, c'est-à-dire que j'ai recherché une Zoé aux alentours de Lyon. Donc ici, j'ai l'ensemble des annonces, des petites annonces de Zoé autour de Lyon. Et déjà, il y a une première chose qu'on remarque, c'est que, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais ici en gris, c'est le nombre de mois depuis le premier poste de l'annonce, et on voit déjà des chiffres très élevés, c'est-à-dire que là on voit 5 mois, 4 mois, 7 mois, donc c'est des véhicules qui ne partent pas. Si je prends par exemple celle-là, donc ça c'est une Renault Zoé 2000, mise en circulation en 2014, en janvier, live charge rapide, son prix c'est 8 400 €, son prix de vente. Nous on la cote, attention la cote pour nous c'est une valeur de marché, hein. À pas du tout confondre avec la cote Argus. Nous on l'estime sa valeur de marché à 9 300 €. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que si je regarde les changements de prix, on voit que cette annonce elle a été mise en ligne le 22 juillet 2017 à 9 700 €. Aujourd'hui, elle est à 8 400 €. Et on voit que le 26 août, il est baissé à 9 690, le 18 septembre, 9 400, le 13 octobre, 9 000, et le 11 novembre, 8 400. Donc là, c'est typiquement quelqu'un qui est en présence d'un bien qui est toxique, qui veut s'en débarrasser, mais qui a mis trop de temps à s'en rendre compte. Aujourd'hui, d'ailleurs, il est nettement en dessous de la valeur de marché.
parce que il est sans doute très pressé de vendre. Et sa marge, à mon avis, a totalement disparu. Et ce qui se passe, c'est que, comme c'est un petit marché, en fait, l'offre est petite et la demande aussi. C'est-à-dire que baisser les prix, ça ne peut pas vouloir dire qu'on va vendre instantanément, parce que les acheteurs, ce n'est pas un marché complet, il n'y en a pas des milliers. Donc il faut aussi attendre qu'il arrive. Et donc c'est, pour l'instant, qui dit petit marché, dit marché de patience, avec des taux de rotation qui sont relativement élevés. Je voudrais qu'on regarde les prix. Donc ça, c'est un graphique qui représente toutes les annonces, toutes les petites annonces de Zoé autour de Lyon. On voit que c'est des véhicules qui roulent entre 0 et 60 000 km à peu près. C'est un marché qui commence en 2014, donc c'est pour le coup une consommation kilométrique relativement classique. Il y a une chose qui est intéressante à regarder, c'est qu'on voit que les tendances de prix vont de à peu près 8 000 €, c'est-à-dire que la plus basse de France en occasion va être aux alentours de 8 000 €, jusqu'à, ça peut monter jusqu'à 18 000 € pour les plus chers. Et il y a une tendance qui est intéressante, c'est que vous voyez qu'il n'y a pas de décroissance de prix avec le kilométrage parcouru. Du moins, elle est très faible. Donc ça paraissait évident parce que c'est une électrique, donc le coût du kilométrage est moins fort sur la cote, mais ça reste une donnée très intéressante. Ce que je vais vous montrer, c'est que ça, c'est les annonces autour de Lyon. Donc on voit qu'il n'y en a quand même pas beaucoup. C'est-à-dire que ce rayon, il est adapté pour afficher 200 points. On voit que là, on a un rayon qui fait à peu près 200 km pour afficher 200 annonces. Donc, encore une fois, petit volume, relativement concentré sur les agglomérations. Si on va en Allemagne maintenant, hop, on voit qu'il y en a tout autant. Ça, c'est assez intéressant parce que c'est un véhicule français. Il y en a autant en France qu'en Allemagne. Bon, encore une fois, l'Allemagne est très sensibilisée aux véhicules électriques comme les Pays-Bas, la Belgique, vous allez voir. Et si on se concentre sur les prix, là, on voit que la moins chère d'Allemagne, elle va être à 10 000 €. Donc ça veut dire que les Zoé en Allemagne sont plus chères qu'en France, et significativement plus chères. Et en France, la Zoé la plus chère en VO, elle était aux alentours de 19 000 – 20 000. Regardez en Allemagne, il y en a énormément au-dessus de 20 000 €. Donc c'est un marché qui est totalement différent. Et comme il est très jeune, là, les écarts de comportement entre les pays d'Europe sont très forts. La petite courbe qui s'affiche en dessous de chaque point, c'est la valorisation française que nous on fait. Et sur chaque point que je passe, vous voyez qu'elle est à peu près entre 2 et 3 000 € en dessous. Ça, c'est une information qui est importante parce que ça veut dire que la Renault Zoé, elle vaut plus cher en Allemagne qu'en France. C'est-à-dire que si j'ai une Renault Zoé en France et que j'arrive pas à la vendre, peut-être que j'arriverai pas non plus à la vendre en Allemagne, mais en tout cas, je pourrais espérer la vendre plus cher. Et inversement, si je veux acheter une Renault Zoé et que je suis en Allemagne, il vaut mieux aller l'acheter en France. On peut regarder d'autres marchés. Si on descend dans des pays plus au sud, notamment l'Espagne, je vais enlever les petites annonces françaises qu'on voit mieux. Là, j'ai toutes les annonces de Renault Zoé au Portugal et en Espagne. Elles sont toutes sur ce graphique. Ça se compte presque sur les doigts d'une main, enfin une main un peu spéciale, mais il y en a vraiment très très peu. Et ce qu'on voit, c'est que le marché, il ne sait pas du tout ce qui se passe. Les prix, c'est vraiment tout le monde. Il y a des écarts de prix qui vont de 10 000 €, de 5, entre 2 et 3 000 €, 5 000 € d'écart, les kilométrages. Bon, ça c'est normal, c'est parce que faible volume dit marché est très disparate. Mais il y a quand même une info, c'est qu'en Espagne, pour l'instant, et au Portugal, c'est des marchés qui sont embryonnaires. Alors évidemment, c'est lié au pouvoir économique du pays, au nombre d'installations de bornes, etc. Si on va des pays comme les Pays-Bas, ce ne sera pas du tout la même chose. Enfin, ce que je voudrais faire avec vous, on va coter une Zoé. Restons dans la Zoé pour voir aujourd'hui ce qui se passe si je suis en possession d'une Zoé. Donc, faisons une simulation, donc une Zoé de mise en circulation en 2015, en mars, qui aurait roulé 24 000 km, on s'en est un petit peu servi quand même. Électrique, automatique. Donc là, il remplit automatiquement les champs puisqu'il n'y a pas d'autre possibilité. Finition intense. Intense, charge rapide.
Et j'habite à Rennes. Hop. Donc là, ce qu'il me dit, c'est que la Renault Zoé 2015 en berline intense charge rapide, sa valeur de marché, c'est 10 480 €. Alors attention, ce n'est pas du tout le prix que vous allez avoir si vous la vendez. C'est sa valeur de marché. C'est aujourd'hui l'équilibre des annonces, ça va être 10 480 €. Il y a une autre information qui est importante, c'est la confiance. La confiance, c'est ce que me dit Autovisual quant à la force statistique de cette valeur. Pour l'instant, elle est à 2,5, ce qui est bien, mais pas top. Parce que le marché est encore, il n'y a pas beaucoup de volume, et surtout c'est très disparate, parce que les acteurs ne savent pas encore mettre de prix sur leurs biens. Il y a une information qui est essentielle, c'est l'attractivité du modèle, et elle est très faible. L'attractivité du modèle, chez nous, c'est un indicateur qui repose sur la durée de vie moyenne pour vendre son véhicule, et des indices de toxicité qui sont la propension des vendeurs à baisser les prix, le nombre de fois où ils vont le faire, c'est-à-dire s'ils vont plus ou moins essayer de se débarrasser d'un véhicule. Et là, l'indice est très très faible. Ça veut pas dire que c'est un mauvais véhicule, mais ça veut dire que c'est un véhicule qui va être difficile à vendre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de rotation, enfin les rotations sont très fortes parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, et se positionner en termes de prix, ça va être compliqué. On estime aussi la valeur de ce véhicule dans les 6, 12, 18 et 24 prochains mois. Et ce qu'on voit, c'est que c'est un véhicule qui aujourd'hui est estimé en valeur de marché à 10 400 € et qui dans 2 ans sera à 8 320 €. C'est-à-dire qu'il va perdre plus de 2 000 € en 2 ans, et ça sans rouler. En revanche, si je considère par exemple que je parcours 1000 km par mois, ce prix va descendre à 7 680 €. Il y a une autre information qu'on avait déjà notée avant, mais c'est qu'effectivement, le kilomètre n'aura pas vraiment d'impact sur le prix. C'est-à-dire que le fait de rouler ou non avec un véhicule électrique, a priori, ne changera pas sa cotation. Enfin, je voudrais m'attarder sur un dernier indicateur qui est la marge de négociation, qui normalement tourne autour de 2%. Et ça, c'est un indice qui nous permet de comprendre si les vendeurs baissent les prix. Et là, il avoisine les 5%. C'est beaucoup. Ça veut dire que les gens ont vraiment tendance à mettre son annonce à un certain prix, puis la baisser, puis la baisser, puis la baisser. Donc c'est ça qui expliquait l'attractivité assez faible. Et on fait aussi une projection du prix du véhicule dans les 30, 60 et 90 jours. Et on voit que c'est un véhicule qui perd à peu près 100 € par mois. Donc plus de 3 mois pour la vendre, j'ai potentiellement perdu 300 € sur une marge éventuelle. Sachant qu'en plus, elle est compliquée à vendre. Enfin, je voudrais faire un dernier petit jeu avec vous. Je voudrais qu'on regarde une Tesla, parce que là, on a pris un véhicule où on a quand même pas mal de données. Mais la Tesla, c'est quand même très compliqué de savoir ce qui se passe aujourd'hui en France et en Europe. Et en fait, sur mon outil, je peux agrandir le rayon de recherche, histoire de mettre vraiment toute l'Europe et de comprendre vraiment ce qui se passe sur le marché de la Tesla. Donc là, ce qu'on voit, tous les petits points, chaque point est une annonce en VO d'une Tesla Model S. On voit qu'il y en a très très peu dans les pays du Sud. Bon, bah, ça c'est normal. Alors là, en plus, le pouvoir d'achat vient jouer essentiellement. Et en France aussi. En France, il y en a très peu. C'est vraiment sur les agglomérations. Là où en Allemagne, il y en a quand même beaucoup plus. Et aux Pays-Bas et en Belgique, il y en a énormément. Enfin, énormément. Tout est relatif, mais en tout cas, comparé à la France et à l'Espagne ou à l'Italie, c'est flagrant. Et ce qu'on peut regarder, c'est les prix. Là, on voit que c'est des modèles... Enfin, là, on voit déjà une variance de marché, un écart qui est très très fort si on regarde à l'échelle de l'Europe, avec des prix qui vont commencer à 45 000 €, 47 000 € pour monter jusqu'à 140 000 €, 130 000 €, avec un marché vraiment très très disparate. Hop. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions... Alors si vous avez des questions, je crois qu'il y a un micro dans la salle, vous levez la main et la jeune fille se déplacera pour vous apporter le micro. C'est un comparateur de petites annonces de véhicules d'occasion, à l'instar d'un Trivago pour les hôtels. Et en fait, on s'est rendu compte en faisant
en agrégeant toutes ces petites annonces. À la base, on voulait simplement faire un moteur de recherche. C'est d'ailleurs ce que je viens de vous montrer. On s'est rendu compte en fait qu'avec la data, on pouvait expliquer plein de choses, et même dans l'avenir. Parce qu'à la base, moi, je suis data scientist ou statisticien, c'est un anagramme. Et je trouve que, je pense qu'il y a de vrais enjeux pour l'automobile, en tout cas dans les prochaines années, avec la data. Pas seulement la data, parce qu'il faut arrêter d'imaginer que en fait, les chiffres, ça va tout expliquer et tout faire tout seul. Mais en tout cas, ça peut être une bonne force d'appui, je pense, pour de l'aide à la décision. Oui. D'autres questions, peut-être? Oui. J'ai une question qui vaut pour la présentation que vous venez de faire et pour tout ce qui va être dit. Il y a une grande question dans tout ça, c'est est-ce que les prix incluent la batterie, une batterie en bonne forme, une batterie garantie par le constructeur? Et ce point-là me paraît être un facteur énorme sur la variance du prix. Et voilà. Donc, est-ce qu'on a une visibilité là-dessus? Est-ce que ça va être la question centrale de la discussion juste derrière avec les constructeurs. Donc, d'un point de vue statistique, vous avez une visibilité là-dessus ou pas? Pour l'instant, non, parce que c'est une spécificité qui est forte. Et en plus, vous venez de le dire, c'est pas simplement du binaire, c'est-à-dire avec ou sans batterie, c'est-à-dire avec batterie en location, batterie constructeur, batterie abîmée, batterie remplacée. Enfin, il va y avoir plusieurs cas, et déjà, il va falloir les définir pour les comprendre. Et surtout, après, c'est le volume qui va nous permettre de vraiment pouvoir comprendre avec des mathématiques ce qui se passe. Pour l'instant, je pense que c'est trop tôt pour tirer des conclusions. Là, c'était de la data plutôt explicative. On n'est pas vraiment dans du prédictif ou vraiment dans de la prise de décision. Mais ça va venir, c'est sûr. Plus les volumes vont arriver et plus ces machines-là vont se renforcer, c'est sûr. Mais pour l'instant, cette remarque est très pertinente. C'est toutes choses étant égales par ailleurs, on n'a pas considéré ces conditions dans ce que je viens de vous présenter. Donc là, vous faites une étude très très intéressante à partir d'autovisual. Est-ce qu'on peut vous demander si, à part ces ventes qui sont passées sur cette plateforme ou sur ce concentrateur, est-ce qu'on a une idée de qui réalise les opérations des transactions de véhicules d'occasion? Zoé et Tesla, c'est deux opposés. On a l'impression que dans les deux cas, quand même, ça repasse beaucoup dans le réseau. Dans le cas de Tesla, il semble être carrément l'animateur de marché principal à travers leur buyback systématique. Est-ce qu'on a idée de qui fait les transactions? Alors, je pense que le groupe Argus a une idée. En revanche, ça ne sera pas mon métier. Je pense que la valorisation de l'Argus saura répondre à cette question. Nous, on est axé sur les données de marché et ce qui se passe. Et en revanche, dans les spécificités comme ça, il va falloir se tourner vers la valorisation du groupe. Jean-Pierre, je crois, a la réponse. Bonjour à tous. Merci Antoine d'intervenir là-dessus. On est un peu ému parce que c'est la première fois qu'on présente ce site de façon officielle. Donc ça fait à peu près 3 ans qu'on travaille sur ce site. Vous pouvez y aller, il est ouvert au grand public et aux professionnels. Et donc vous avez la possibilité de regarder tout ce qui se passe sur le marché pour toutes les voitures qui sont vendues en France. Et donc pour répondre à la question, on est passé un peu vite, mais il existe, dans Autovisual, il est possible de filtrer quand même les annonces sur un certain nombre de critères. Notamment, il y a le filtrage sur les particuliers et les professionnels. Et donc il est possible de voir les voitures qui sont vendues que par les particuliers ou les voitures qui sont vendues que par les professionnels. Tu y es passé, peut-être tu peux nous remontrer quelque chose là-dessus. Et donc, bien sûr, on peut faire ces analyses. Par exemple, il y avait sur la Tesla, on voyait des points rouges et des points verts. Là, je reprends la parole une seconde. Je suis allé assez vite, mais si je reprends ce nuage de points qui représente les annonces autour de Lyon, donc c'est les 250 annonces de Renault Zoé autour de Lyon. Nous, on va juste faire une séparation pro-part. Et donc ça, c'est l'ensemble des annonces. Et si j'enlève les pros, vous voyez que le marché du particulier, pour l'instant, il existe, mais il est vraiment mineur. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est que les particuliers, alors pour le coup, là, quand on regarde, c'est flagrant, n'ont aucune idée de combien ça vaut. Alors là, vraiment, il n'y a aucune tendance, il n'y a rien, c'est un nuage qui est très très disparate. Pour le si peu de points, on dirait le marché espagnol. Tu nous mets que les professionnels là, Et si je mets que les professionnels, vous avez vu que c'est assez intéressant parce que sur les professionnels, donc il y a plus de points, mais les points sont quand même plus resserrés. C'est-à-dire que les acteurs ont quand même une idée de ce qu'ils vendent et du prix auquel ils doivent le vendre. Après, ce qu'on a vu par ailleurs, c'est qu'ils avaient du mal à le faire, mais c'est deux choses différentes.
Nous, on a un peu la banane quand on regarde ce site-là, parce que normalement, c'est une plaisanterie, mais normalement, ce graphique il a la forme d'une banane. Hein. Quand on prend une voiture qui est vendue normalement et avec un volume, peut-être, je sais pas, est-ce qu'on peut voir par exemple une voiture qui n'est pas une voiture électrique, comment ça se présente. Alors, est-ce que ça va être une grosse banane, une petite banane, on va voir ce que ça donne. Mais normalement, on n'a pas. Voilà le graphique typique qu'on doit trouver normalement dans un marché de l'occasion, avec une forte influence soit du kilométrage, soit de l'âge, etc. Alors que sur ce véhicule électrique, vous avez vu, on était totalement plat. Donc, c'est la banane de Honduras qui, je crois, a le droit d'être moins cambrée que les bananes européennes. Mais, et ça dénote effectivement ce point sur lequel j'imagine, Jean-Luc, conviendra beaucoup, c'est que c'est un marché qui cherche. On ne sait pas bien, en gros, enfin, on sait combien on a acheté la voiture, mais on ne sait pas combien on peut la vendre. Et d'ailleurs, nous-mêmes, peut-être qu'on dira ça aussi tout à l'heure, dans la cote Argus, on est très prudent dans la valorisation de ces véhicules. Notre métier à nous, c'est de dire quel est le prix minimum au-dessous duquel on pense que ça ne serait pas raisonnable de vendre une voiture. Et la cote Argus personnalisée, c'est ça, hein, c'est quand même le chemin le plus probable du prix d'une voiture, du prix du neuf jusqu'au prix à la casse. Et donc, on est extrêmement, je dirais, prudent là-dessus. Mais on l'est pas parce qu'on est prudent par nature, on l'est parce que le marché est observé, et Argus ça veut dire observateur, l'Argus de l'automobile, il trouve que finalement sur ce marché c'est encore trop tôt pour décider exactement quel doit être le prix des véhicules, donc on a tendance à se mettre un peu en dessous sur le bas finalement de la fameuse banane qui, comme on vient de le dire, est plate. Oui, ce serait intéressant d'ailleurs qu'on ait pu avoir, pour l'exemple de la Zoé tout à l'heure, la cote Argus, exactement du même modèle, on aurait vu qu'elle est inférieure de 2 ou 3 000 euros à ce tarif. Ça veut dire qu'en fait, sur les premiers modèles de Zoé commercialisés, il n'y a absolument aucun risque. Nous, on s'est mis sur le bas de la banane plate du voiture électrique. Hein, ce qu'on ne fait pas sur les autres voitures. Hein, mais là, vraiment, on estime que le marché, il n'y a pas encore assez de véhicules. Le marché est trop récent pour qu'on puisse... en plus, des voitures sont difficiles à vendre. Donc, on pense que si on... un peu dans la lumière pour nous parler de Je ça. pense que si on dit... si on ne faisait pas ça, déjà que ces voitures sont difficiles à vendre, alors là, ça serait encore plus compliqué parce que déjà, c'est difficile pour un vendeur de se dire, j'arrive pas à la vendre, il faut que je baisse le prix. Mais si en plus, il faut que je passe en dessous de la cote Argus, alors là, je suis démoralisé pour toujours. Donc, on reste un peu dans cet esprit-là et on pense que c'est pour l'instant nécessaire de faire ça. Là, il y a un truc vachement intéressant, c'est que vous voyez, pour avoir tous ces points, il n'y a que 23 km autour de chez moi, alors que tout à l'heure, on était à 200, 250, 400, 500 km. Donc, c'est un marché qui, on l'a dit, il est certainement en croissance et en devenir, mais il reste aujourd'hui petit quand même. Bon, on va essayer quand même de répondre à vos questions, même si c'est vrai que, je vais reprendre l'expression, on est à l'an zéro du marché du véhicule électrique d'occasion. Donc pour essayer d'éclairer un petit peu notre lanterne, je vais demander à Nicolas Leménien, directeur véhicule d'occasion France de Renault, à Thomas Chrétien, directeur véhicule électrique. Pardon ? Partie chiffre VO France. Non, c'est Pierre qui... Ah, pardon, j'ai oublié un petit morceau. Voilà, je serai fouetté. Mais installez-vous, Nicolas. Oui, donc... oui, c'est vrai qu'on a oublié la France, c'est quand même un petit peu important quand même. Un peu. D'autant qu'on va pouvoir voir combien elle vaut, notre fameuse Zoé, en France en moyenne. Oui, effectivement, on va voir quelques chiffres. On va recentrer un peu sur le marché français. Et puis, ça va durer 5 minutes. On va les commenter. Bonjour, par exemple. Donc, pour quelques minutes de plus, on va se pencher sur le marché du véhicule électrique d'occasion en France cette fois-ci. Alors, voilà. Donc, premier point sur les chiffres. De quels chiffres on va parler ? On va parler des chiffres qui... Alors, vous savez sans doute que le groupe Argus vend des logiciels, vend des solutions logicielles au point de vente dans le commerce automobile. Et donc, on équipe 5000 points de vente avec ces logiciels, ce qui représente 65% des concessionnaires. Et sur un marché de l'occasion B2C qui représente 2 millions de transactions par an, il y en a 1,5 million sur lesquels nous avons une vision. Donc les chiffres qu'on va vous présenter maintenant, ils sont extraits de ces 3/4 du marché, si vous voulez, sur le marché français. B2C, juste pour préciser par rapport à la question de tout à l'heure. Alors, c'est 75% du marché. Qu'est-ce que ça représente en termes de transactions sur le véhicule électrique d'occasion ? Ça représente, en 2017 jusqu'à aujourd'hui, ça représente 1000 véhicules.
Voilà, donc c'est très peu. On le compare par rapport aux 25 000 dont on avait parlé sur le marché du neuf. Évidemment, dans le marché de l'occasion par rapport au marché du neuf, il y a quelques années de retard, c'est très logique et c'est bien ce qu'on observe. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ces 1000 véhicules? Donc, vous avez ici représenté les modèles dont on parle. Sans surprise, la Zoé, on retrouve à nouveau la Zoé, avec la différence cette fois-ci qu'il ne s'agit pas de Zoé dernière génération, il s'agit de la version précédente de la Zoé, donc ça c'est très important à prendre en compte. On trouve également la Leaf, la i3 et la Ion. Alors, quand on parle de type de véhicule, évidemment les modèles c'est important, mais il y a d'autres caractéristiques dans un véhicule. Et typiquement, une question qui est très fréquente sur le véhicule électrique, c'est mais est-ce qu'ils roulent ces véhicules? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que les gens en font exactement? Et donc, pour éclairer cette question, ce qu'on a voulu faire, c'est vous montrer ce graphique avec en horizontal l'âge en mois du véhicule, et puis en vertical le kilométrage moyen. Et donc, les points qu'on a représentés, ce sont les moyennes, si vous voulez, pour chacune des marques dont on parle. Enfin, pour chacun des modèles, pardon, dont on parle. Et donc, ce qu'on voit ici, en termes d'âge et de kilométrage, c'est que quelque part, on a une belle ligne diagonale qui est sur ce graphique. Et cette belle ligne diagonale, elle passe par, si vous voulez, 1 an, 10 000 km. 2 ans, 20 000 km. 3 ans, 30 000 km. Donc typiquement, le chiffre, la Zoé, si vous la voyez, elle est pile sur 36 mois, 30 000 km. Donc ça met des chiffres sur des choses sur lesquelles on a des idées, mais pas toujours de chiffres très faciles à récupérer. Ce qu'on dit, c'est que certes, le kilométrage n'est pas très élevé, mais ce n'est pas non plus un ordre de grandeur complètement différent des véhicules à moteur thermique. 10 000 km, c'est inférieur, mais pas ridicule, on va dire. Alors, deuxième chose, maintenant on va parler d'euros. Donc on a parlé de caractéristiques du véhicule en termes de marque, en termes de modèle, en termes de kilométrage. Bon, maintenant on a envie de savoir comment ça se passe au niveau des euros, parce que évidemment c'est important. Et notamment on va parler de prix de vente médian. Alors le prix de vente, si vous voulez, c'est le graphique que vous avez sur la gauche, avec les différentes couleurs qui représentent les différents types de propulsion, donc l'électrique en jaune. Et puis en horizontal, vous avez les années. Donc l'électrique, si vous voulez, quelque part rien à signaler. L'électrique, en termes de prix de vente, il se situe à peu près, un peu comme les autres véhicules, en moyenne. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce n'est pas des véhicules qui sont ni très chers, ni très peu chers. On est dans la moyenne du marché. Et là, c'est là où je rappelle que ce sont notamment des Zoé ancienne génération. C'est que là, pour le coup, il n'y a pas tellement il n'y a pas de question sur la location ou achat de la batterie. C'est de la batterie louée. À droite, les frais de remise en état. Alors là, il y a des choses à signaler. Donc ce qu'on voit, c'est que les frais de remise en état sur notre échantillon, et je vais revenir sur l'échantillon dans un instant, sur cet échantillon, les frais de remise en état de l'électrique sont nettement plus bas que les frais de remise en état médians sur les autres types de propulsion. Alors ça a des impacts assez forts, hein, si vous voulez. C'est évidemment le chiffre d'affaires des ateliers. Et puis, bon, voilà ce qu'on peut attendre en tant que consommateur hein, des frais de remise en état en général. Et là, on vous montre ce graphique, mais en fait, on pense qu'il n'est pas complètement conclusif. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de peu de véhicules, déjà, 1000 véhicules. Il s'agit de véhicules relativement récents par rapport à la moyenne des véhicules qui transitent sur le marché de l'occasion en B2C. Et les véhicules, on l'a vu, assez peu kilométrés. Donc, on a 3 effets possibles pour le fait, 3 suspects, on va dire, pour ces frais de remise en état qui sont assez faibles. C'est la technologie, donc voilà, l'électrique, on sait très bien qu'il y a moins de pièces qui tournent dans un véhicule électrique que dans un véhicule à moteur thermique. Il y a l'âge et le kilométrage. Donc, on vous donne rendez-vous dans quelques mois, trimestres, années, quand on aura un plus gros échantillon et qu'on pourra faire la part des choses sur ce qu'on peut dire sur les frais de remise en état des véhicules électriques versus véhicules à moteur thermique. Et dernier élément avant de passer la parole aux professionnels, dernier élément, la marge brute médiane en euros sur ces différentes années. Alors là, à nouveau, l'échantillon est très faible, mais bon, ce qu'on voit, c'est que la marge est quand même relativement faible. Donc, à nouveau, plusieurs suspects par rapport à cette marge brute plus basse. Antoine l'a parlé tout à l'heure, c'est un marché sur lequel tu avais une belle formule pour dire que c'était un petit marché. Oui, embryonnaire. Bon, et donc les marges ne sont pas très élevées, c'est difficile de trouver des clients. Et on parlait de location de batterie, c'est possible aussi, et là vous allez en discuter j'imagine, c'est possible que sur le marché de l'occasion, la location de batterie, ce soit un peu compliqué. C'est-à-dire sur le neuf, bon, on peut expliquer.
Mais expliquer à un acheteur de véhicules d'occasion qu'il loue une batterie, qu'il a un tarif à payer tous les mois par rapport à ça, éventuellement, c'est peut-être un peu plus compliqué que sur le marché du neuf. Ça, c'est un point de vue. C'est un point de vue. Non, mais là, c'est une hypothèse. Hein. C'est même pas un point de vue, c'est une hypothèse. Et puis, dernier point, le délai de vente médian. Donc là, ça rejoint ce qu'on voyait tout à l'heure sur les Zoé sur lesquels on est passé. Il y a un délai de vente médian qui est plus élevé que sur les autres types de propulsion. Donc, en 2017, on est sur plus de 75 jours en médiane sur notre échantillon de 1000 véhicules de délai de vente. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, l'hypothèse, donc il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ça, mais le constat, c'est que c'est relativement pas facile à vendre aujourd'hui un véhicule électrique d'occasion.